L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. David Dempsted, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors je rappelais que vous êtes le représentant francophone du parti Chasse et que nous avons souhaité vous parler ce matin pour réagir à cette décision de la Cour suprême d'hier d'annuler la loi visant à dispenser les élèves des yeshivot de service militaire dans Tsahal. Depuis hier, une pluie de réactions, de critiques essentiellement de la part de la communauté orthodoxe, de ses représentants à la Knesset. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que l'on s'achemine vers une crise gouvernementale à la suite de ce verdict de la Cour suprême ? Non, écoutez, je pense pas, Daniel, mais il faut bien préciser les choses pour expliquer ce qui s'est passé. La Cour suprême, effectivement, composée de 9 juges seulement, a statué donc pour annuler en fait un travail qui a commencé déjà depuis 2 ans et demi, pour mettre en place effectivement un statut qui convenait à tout le monde et qui permettait d'intégrer et d'incorporer d'une façon qui convienne au public religieux et orthodoxe ces étudiants, ceux qui le souhaitent, dans l'armée. Donc ici, Bagatz, qui représente 9 juges, mais qui ne représente en rien finalement la population israélienne, a statué contre cette loi et donc par son intermédiaire annule donc cette loi qui était maintenant de vigueur, qui était rentrée en vigueur depuis que les gouvernements religieux siègent au gouvernement de M. Benjamin Netanyahu, donc depuis 2015. Donc d'abord, d'un point de vue pratique, c'est dommage parce que ceux qui sont au courant de ce qui se passe, et l'ancien ministre de la Défense avait dit, Bougia Yalon, vous savez que le nombre est en croissance de jeunes juifs orthodoxes qui s'intègrent dans l'armée. Le nombre était en croissance régulière depuis donc ces 2 dernières années, ce qui n'avait pas été le cas pendant l'époque où Monsieur Tommy Lapid était, Monsieur Yair Lapid était au gouvernement. Yair Lapid était au gouvernement Oui, en fait, vous voulez dire que comme le dit un éditorialiste ce matin dans le Yediot Aharonot, Yehuda Meshizav, que la classe politique n'obtiendra rien du monde orthodoxe si par la force, contre son gré. Tout à fait. Par la force, on n'obtient jamais rien, et surtout pas en politique. Et ici, il s'agit d'hommes, d'idéologie, de coutumes et de religion. Donc, effectivement, décider des mi-orthodoxes, des instances orthodoxes et rabbins orthodoxes à se plier au désir de 9 juges et de fixer par leur intermédiaire finalement ce qui doit se passer en Israël, ça se passera pas. Et en plus, il faut bien expliquer à nos téléspectateurs ce qui se passe, c'est qu'en Israël, il y a un gouvernement israélien, élu démocratiquement, il y a des députés qui représentent le peuple, et il y a une Cour suprême composée de plusieurs juges et qui sont, on peut le dire politiquement, situés sur l'échiquier politique israélien à gauche, très fortement à gauche dans l'échiquier politique israélien, et donc par leur décision, ils veulent influer finalement et quelque part diriger le pays. Et pourtant, je dois souligner que parmi les juges qui ont voté en faveur de cette loi, qui ont décidé d'annuler la loi, eh bien, il y a le juge Eliakim Rubinstein qui est en train de prendre sa retraite et qui est un juge lui-même religieux qui consacre énormément de temps à l'étude de la Torah et qui a affirmé qu'on ne pouvait pas faire dans un État démocratique une différence entre le sang et le sang, et que le sang d'un orthodoxe n'est pas plus bleu ou plus rouge que le sang d'un laïc, et que tout le monde devait être égal face à la loi. Finalement, qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Mais écoutez, vous poussez un peu à la polémique, mais vous savez, Monsieur Georges Rubinstein, c'est sa dernière décision avant de quitter la Cour suprême. Et vous savez qu'en 2012, c'était un peu, effectivement, malheureusement, le même jeu, je trouve, qui est un peu malsain, de certains juges qui avaient annulé le Rocktal et qui ensuite terminaient leur carrière au sein de la Cour suprême. Donc c'est une façon de laisser une décision qui est impossible à gérer pour ceux qui vont lui succéder. Et maintenant, pour revenir un peu plus sur l'idéologie des choses, il faut savoir ça, et là-dessus, les partis religieux sont fermes sur leur position. Il y a toujours eu, et ce qui a maintenu le peuple juif en vie et qui lui a permis de revenir sur sa terre, c'est pendant ces 2000 ans d'exil, c'est le respect de la Torah, le respect des commandements, le respect des mitzvot. Pour nous, les juifs, ceux qui veulent, et ceux qui ont la capacité de s'asseoir dans une yeshiva et qui veulent étudier à plein temps, on doit leur laisser cette possibilité et on doit les encourager dans ce sens. Ceux qui ne peuvent pas, qui ne sont pas faits pour cela, alors effectivement, tous les rabbins sont d'accord, tous les partis politiques orthodoxes sont d'accord, ils doivent rejoindre l'armée et servir au pays comme tous les autres. Mais il restera toujours chez nous une élite qui doit se consacrer à l'étude de la Torah à plein temps, et l'État d'Israël, l'État juif démocratique et l'État d'Israël doit permettre
cela à ces jeunes juifs qui veulent se consacrer à l'étude de la Torah. Alors, selon vous, qu'est-ce que l'on doit faire maintenant, puisque vous nous dites que les partis politiques n'ont pas l'intention de provoquer une crise gouvernementale, et on les comprend d'une certaine manière, puisqu'ils obtiennent de la part du gouvernement israélien quasiment tout ce qu'ils ont demandé dans le cadre des accords de coalition, et que ce serait peut-être presque suicidaire de leur part de provoquer des élections anticipées. Qu'est-ce que l'on peut faire pour parvenir à satisfaire la communauté orthodoxe? Est-ce que finalement on ne peut pas trouver une loi qui tiendrait compte en fait des impératifs, on va dire, constitutionnels, de cette notion d'égalité devant la loi, et une loi qui pourrait satisfaire également les orthodoxes? C'est ce qui était en train de se mettre en place naturellement, avec ce gouvernement qui travaille avec une harmonie parfaite entre tous ceux qui le composent, et c'est ce qui est en train de se mettre en place. Maintenant, Bagat est intervenu, a fait annuler cette loi qui était en vigueur, et donc cette intégration progressive pour ceux qui désiraient de ces jeunes orthodoxes dans l'armée. Alors voilà ce qui se dit aujourd'hui, ce qu'on entend sur les radios, c'est que les partis... le gouvernement va mettre en place des lois pour essayer de contrer finalement et pour diminuer la force de cette Cour suprême qui, à chaque fois que le peuple décide, par l'intermédiaire de leurs élus démocratiques, de faire passer des lois, Bagatz, 9 juges, se donnent le droit de faire annuler ces lois parce qu'ils ne répondent pas à leur agenda politique à eux personnel. Je voudrais vous poser une question de principe. Finalement, le monde orthodoxe critique beaucoup la Haute Cour de justice, la Cour suprême, mais finalement, pourquoi le monde orthodoxe, qui est très versé dans les textes, qui est très versé même dans l'étude et dans la mise en application du droit hébraïque, etc., pourquoi finalement le monde orthodoxe n'essaye pas lui-même de rentrer dans la Cour suprême légalement, de promouvoir des élèves qui sont particulièrement brillants, et de faire en sorte que dans cette Cour suprême, eh bien, il y ait aussi une représentation du monde orthodoxe qui pourrait peut-être trancher de manière différente de celle que les juges ont décidé hier? Oui, pas grand raccourci d'ailleurs, vous savez très bien que la Cour suprême, les gens qui siègent à la Cour suprême et les juges qui siègent à la Cour suprême, eux-mêmes élisent leurs successeurs. Donc c'est une... Pas tout à fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une possibilité, il y a des députés, il y a des responsables politiques qui ont aussi un nom. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Alors je peux aussi vous répondre qu'il y a aussi un problème aussi à l'Afrique, que les lois de la Cour suprême ne sont pas les lois de la halakha, les lois de la Torah, et que pour les juifs orthodoxes, effectivement en Israël, vous savez qu'on ne peut pas ici diriger le pays, et surtout moins fixer l'idéologie d'un pays à travers des lois qui sont des lois anglaises et non pas des lois issues de la tradition juive et donc de la halakha. Mais pour revenir sur le fond du débat, effectivement ici la force de la Cour suprême et l'abus de pouvoir que sont en train de prendre la Cour suprême en essayant en plusieurs fois de contrer... On peut pas David, on peut pas à la fois lui reprocher d'avoir une sorte de pensée unique et d'être tous formatés selon le même moule, et de ne pas faire en sorte d'essayer de rentrer des responsables du monde orthodoxe, d'une autre pensée, pour essayer de modifier cette tendance. Oui, c'est vrai, mais vous savez que cette critique ne vient pas simplement du monde orthodoxe. Vous savez qu'ils sont intervenus sur le mitvé du gaz, sur les accords sur le gaz, quand M. Chouet avec du gaz. Vous savez qu'ils interviennent sur les lois de transport. Eh bien, c'est ce que fait Ayelet Shaked. Elle fait rentrer des juges qui sont plus conservateurs, moins libéraux que le sont les juges qui ressemblaient à l'ancien président Aaron Barak, et c'est ce qu'elle essaye de faire. Pourquoi ne pas tenter la même chose avec le monde orthodoxe? Oui, mais simplement, on voit très vite, et vous pouvez constater avec M. Rubinstein, de qui vous avez parlé plus tôt, qu'il est tout de suite minoritaire, et que très vite il se fait phagocyter par la pensée et l'idéologie des gens qui siègent là-bas, et qu'on se retrouve dans des décisions qui viennent en permanence contrer la volonté du peuple. Et c'est ça ici qu'il faut souligner. C'est simplement 9 juges qui décident finalement d'aller à l'encontre d'une loi qui est votée par 66 députés, qui représentent la population israélienne, le peuple israélien, qui représente la volonté de ce que veut le peuple israélien, et qui se permettent, eux, au nom d'une loi, au nom d'une justice, au lieu d'un droit qu'on ne comprend pas, ou qui va à l'encontre même de la volonté du public israélien et du peuple israélien, de contrer finalement la démocratie israélienne. Eh bien, David Tiemstedt, merci de nous avoir éclairé en tout cas sur le positionnement du monde orthodoxe face à cette décision de la Cour suprême d'hier d'annuler la loi visant à dispenser les élèves des yeshivot de service militaire. Merci d'avoir été avec nous, et le cas échéant, nous verrons comment cela se développera au cours des prochaines semaines, bien entendu. Nous ferons appel à vous également pour nous aider à mieux comprendre un peu ce qui se passe dans le monde orthodoxe à ce propos. Merci. David Tiemstedt, et bonne journée. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.